Salut à tous et bienvenue sur le Vertical Podcast. Aujourd'hui, je vous retrouve pour l'épisode 6 de l'édition Flash qui va parler de force critique en escalade. Donc tout d'abord, je vais vous faire un petit sommaire du podcast. Donc je vais définir la force critique, qu'est-ce que c'est d'un point de vue scientifique. Ensuite, je vais vous expliquer comment la travailler et pourquoi c'est intéressant de la travailler en vous détaillant deux protocoles qui vous permettront de développer votre force critique. Et ensuite, du coup, je passerai à la partie réponse aux questions, parce que j'en ai eu pas mal qui étaient intéressantes. Enfin, je terminerai par vous dire le sujet du prochain podcast. Donc, je vais commencer par définir la force critique. La force critique, donc je vous affiche un graphe à l'écran, c'est la jauge, en fait, la ligne de force qui est atteinte dans le temps. C'est la force que vous pouvez virtuellement maintenir à l'infini sur la prise. Donc ça, c'est un peu pour la définition scientifique. Maintenant, en quoi ça nous intéresse de savoir cette force? En fait, savoir cette force, ça va nous renseigner sur deux choses. La première chose, c'est la capacité, on va dire, fitness du grimpeur. C'est-à-dire que plus votre force critique est élevée, plus vous êtes un grimpeur expérimenté. C'est indéniable. C'est un peu comme la VO2 max pour les sports de cardio, les sports de course. Plus vous avez une VO2 max élevée, plus vous êtes performant en cardio. Là, c'est la même chose pour la force critique et l'escalade. Parce qu'en fait, du coup, ça va induire deux choses, cette force critique. Votre capacité à récupérer entre les essais, donc que ce soit les essais en bloc, les essais en voie, etc. Votre capacité de récupération aussi entre les jours d'entraînement, meilleure est votre oxygénation et votre force critique, mieux vous récupérez des entraînements. Et aussi, du coup, ce qui nous intéresse le plus pour la performance en escalade, c'est être capable de récupérer quand on arrive dans une position de repos. Parce que la force critique, c'est le facteur discriminant numéro 1 entre deux grimpeurs qui ont la même force max. C'est-à-dire que deux grimpeurs, par exemple, qui vont avoir 50 kg de force max sur la 20 mm en semi-arqué, s'il y en a un qui a une force critique de 35 kg et l'autre qui a une force critique de 20 kg, je peux parier que celui qui a une force critique de 35 kg va peut-être grimper, par exemple, 8B, 8C, alors que celui qui a une force critique de 20 kg, il va peut-être grimper 7B, 7C. Donc ça, en fait, c'est hyper indicateur de votre niveau de performance en endurance et donc du coup indéniablement des cotations que vous êtes capable de grimper en voie, parce que souvent les cotations en voie, elles se font par différentes sections. C'est-à-dire que souvent vous avez par exemple une section un peu physique où après vous arrivez à un repos, il faut être capable de se refaire au repos, puis après enchaîner une section rési, puis après vous avez peut-être un autre repos, et après une section un peu plus qu'on appelle de conti, mais où c'est des mouvements qui sont assez simples en termes de demande par rapport à la force max. Mais en fait, si vous avez remarqué, le thème qui revient, c'est position de repos. Et en fait, si vous arrivez à la position de repos et que vous n'êtes pas capable de vous reposer, c'est-à-dire que vous arrivez au repos et juste en fait le fait de rester au repos et de délayer, ça vous daube plus qu'autre chose, c'est tout simplement que votre force critique n'est pas assez élevée pour le niveau de voie que vous êtes en train de grimper. Et là où c'est hyper intéressant du coup, c'est qu'on va essayer de la développer parce que c'est vraiment le facteur numéro 2 de la performance. Je pense que le facteur numéro 1 de la performance entre les grimpeurs, pour différencier des grimpeurs, c'est la force doigt. Donc si j'ai une force doigt supérieure à un autre grimpeur, je vais dans la plupart des cas être d'un niveau supérieur à cet autre grimpeur. Et le deuxième facteur limitant, on pourrait mettre aussi la force de contact, mais je pense que jusqu'à un certain niveau, la force de contact, c'est vraiment pas un facteur très discriminant, parce que les écarts de force max peuvent être tellement énormes que quelqu'un qui a une très grosse force max et peu d'explosivité va être supérieur à quelqu'un qui a une petite force max et beaucoup d'explosivité. Mais du coup, pour moi, le facteur numéro 2, c'est la force critique. Et en fait, la force critique, c'est vraiment, si vous voulez, l'équivalent de la VO2 max. Vous vous dites, ok, en cardio, j'ai 16 km/h de VO2 max. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est intéressant que je fasse ce lapsus parce qu'en fait, c'est pas l'équivalent de la VO2 max, c'est l'équivalent de la vitesse du seuil 1, c'est-à-dire le seuil que vous pouvez maintenir à l'infini de manière stable, en fait, l'état de lactatémie stable. Donc en fait, c'est vraiment l'équivalent de votre endurance fondamentale. Donc la force critique, en quelque sorte, c'est de l'endurance fondamentale et c'est indicateur de votre niveau d'endurance fondamentale. Et là, en fait, où c'est intéressant, c'est que souvent, on va l'exprimer en pourcentage de poids de corps. Donc là, on comprend aussi très vite que l'escalade, juste avec cette phrase, c'est un sport à ratio poids-puissance. Plus vous êtes léger, plus vous êtes fort ou plus vous êtes puissant, mieux c'est. Et du coup, il y a deux moyens de devenir plus fort ou plus puissant. C'est soit de gagner de la force, soit de gagner de la vitesse, ou soit de perdre de la masse corporelle. Donc voilà, il y a les trois composantes de l'équation. Après, c'est à vous d'optimiser le mieux les trois facteurs. Mais du coup, d'un point de vue purement endurance, la force critique, c'est selon moi la deuxième qualité qu'on devrait chercher à maximiser après la force max, parce que tout découle de la force max, en fait, tout simplement.
Et ça, du coup, en fait, c'est intéressant parce que pour un même mouvement, vous n'allez pas utiliser le même pourcentage de force max. Donc, imaginons que ma force max, ce soit 50 kg, et un mouvement me demande de mettre 25 kg sur une prise, bah, j'utilise que 50% de ma force max. Donc, je ne vais pas être dans des efforts où je vais être en état de grosse ischémie. Donc, l'ischémie, c'est quand le sang n'arrive plus aux muscles parce qu'il est trop congestionné, etc. Et donc en fait, bah, on va moins se fatiguer pour arriver à faire les mêmes mouvements que quelqu'un qui a un tout petit peu moins de force max. Et en plus, quand on va arriver au repos, on va être capable de se reposer beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Alors que souvent, je ne sais pas si vous êtes bloqueur aussi, mais moi ça m'était arrivé pendant un très long moment et ça m'arrive encore sur des voies qui sont proches de mon niveau max. C'est qu'en fait on arrive à la position de repos et on est déjà complètement daubé et on n'arrive pas à récupérer en fait. C'est-à-dire que même si vous avez un bac dans les mains, si vous êtes en léger dévers, vous mettez déjà en fait assez de charge sur vos mains, enfin sur vos doigts, pour que en fait vous soyez supérieur à votre force critique et vous ne puissiez pas récupérer. Donc si ma force critique est de 30 kg et que j'applique que 25 kg sur mes doigts dans la position de repos, les 5 kg de différence, en fait, ils vont me permettre de récupérer. Par contre, il suffit que ma force critique elle soit de 20 kg, par exemple, et que je mette 22 kg sur la prise, je suis en train de me fatiguer, en fait. Et donc, du coup, c'est là que vous comprenez que la limite, des fois, elle est très fine entre être capable de récupérer sur une prise et continuer à se péter, en fait, sur la prise et arriver au repos et ne pas être capable de se refaire. Et là où c'est très intéressant, du coup, c'est vraiment de tester sa force critique. Et donc, du coup, je vais vous présenter 2 protocoles pour la tester et pour la développer. Donc maintenant, je vais vous présenter un protocole pour tester sa force critique. En fait, le protocole, il est très très simple. C'est le protocole qu'on utilise de manière scientifique. En fait, il consiste à tirer le plus fort possible sur une prise de 20 mm pendant 7 secondes et de faire 3 secondes de récup et de faire ça 24 fois. Donc le test dure 240 secondes. Qu'en fait, à la fin, vous vous retrouvez avec un graphe qui est similaire à celui que j'affiche à l'écran. Et du coup, vous pouvez vraiment quantifier votre force critique au kilo près et vous dire, ok, là, ma force critique, c'est 25 kg. Il faut absolument que j'augmente ce chiffre. Maintenant, on m'a posé la question, et j'y répondrai à la fin du podcast, comment tester sa force critique sans capteur de force. Ça va être plus compliqué, mais il y a des moyens qui peuvent peut-être vous permettre de l'estimer, donc j'y reviendrai en fin de podcast. Mais une fois qu'on a testé cette force critique, imaginons là dans mon exemple que j'ai 25 kg de force critique, comment est-ce que je vais faire pour la travailler? Alors, il y a 2 protocoles pour la travailler, ou il y a même 3 protocoles. Et le troisième, c'est vraiment de le travailler en grimpant, donc de travailler son endurance en grimpant, en faisant par exemple beaucoup de voies à la séance, des circuits training sur pan avec un certain nombre de mouvements. Par exemple, vous vous dites, ok, là je fais des boucles de 30 mouvements ou 40 mouvements et je le fais 3 ou 4 fois dans la séance avec 10 minutes de repos. Ça, c'est des protocoles qui fonctionnent extrêmement bien. Mais en fait, ça, c'est des protocoles qui sont limités à partir du moment où vous faites tout le temps les mêmes circuits. Parce qu'en fait, si vous faites tout le temps le même circuit, là où vous allez gagner en fait en performance, donc à faire plus de moves, à faire plus d'enchaînements, etc., en fait, ça va être votre capacité à aller plus vite dans le circuit. C'est-à-dire que peut-être que votre endurance et votre résilience elles ne sont pas en train de progresser parce que le stress métabolique que vous êtes en train d'infliger à votre corps n'est pas suffisant et qu'en fait vous êtes juste en train de faire une course contre la montre à essayer de faire le plus de tours possible, le plus rapidement possible. Et en fait, d'un point de vue purement physiologique, vous ne progressez plus. Alors ça, en fait, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que c'est intéressant de travailler cette capacité à aller de plus en plus vite pour faire les mêmes mouvements si jamais vous avez un projet très précis, que vous connaissez exactement le nombre de mouvements, que vous faites éventuellement une réplique de ce projet. Là, ça peut être hyper intéressant de se dire, ok, je fais la réplique de la section rési de ma voix, elle fait 12 mouvements, j'essaye de faire ces 12 mouvements le plus vite possible, le plus de fois en une séance par exemple. Ça, c'est une stratégie qui va très bien marcher si vous avez un projet fixe. Par contre, si vous êtes compétiteur ou si vous faites beaucoup de grimpes à vue, flash, etc., que vous sortez, on va dire, rarement en falaise et que vous n'avez pas énormément de séances à investir dans un projet, là, pour le coup, cette stratégie d'être le plus efficace possible en termes de rythme, dans un circuit donné, en termes de circuit training, ça va pas être hyper intéressant parce qu'en fait, d'un point de vue physiologique, vous n'allez plus progresser. Et c'est là que du coup, les protocoles sur poutre vont être intéressants, ou avec un capteur de force et un block lift par exemple. Et du coup, je vais présenter en fait le premier protocole qui va parler à le plus de monde, parce que du coup c'est un protocole sur poutre qui est réalisable quasiment par tout le monde. Il suffit juste en fait de faire 5 secondes de suspension, 5 secondes de récup, le plus longtemps possible. Et si vous dépassez les 6 minutes, donc 6 minutes d'affilée, vous arrêtez la série et vous prenez 8 minutes de récup et vous augmentez la charge. Donc par exemple, vous allez vous lester à 2,5 kg et puis vous recommencez, etc. Et en fait, vous faites juste 3 séries dans la séance. Donc 36 répétitions de 5 secondes d'effort, 5 secondes de récup, en semi-arqué sur 20 mm ou sur 14 mm si jamais vous êtes assez fort et que ça vous fait pas trop mal aux doigts, le cisaillement sur la poutre, etc. Quand je dis en semi-arqué, vous pouvez aussi alterner les grippes au cours de la série. Si vous savez par exemple que
dans les voies que vous faites en général, il y a par exemple 50% de tendu, 50% de semi-arqué. Ça peut être intéressant d'alterner les deux grips, par exemple de faire 2 répétitions en semi-arqué, 2 répétitions en 3 doigts tendus, etc. Mais l'idée est simple, c'est faire des séries qui durent 6, des séries qui durent 6 minutes, donc 36 répétitions de 5-5, avec 8 minutes de récup, et en fait d'augmenter la charge sous forme de surcharge progressive. Donc en fait, si vous ne tenez pas les 6 minutes, donc imaginons que je tienne que 18 répétitions, donc je tiens 3 minutes, là du coup ce qui est intéressant à noter, c'est que en fait, vous n'êtes pas sur une intensité de force critique. Ça veut dire que si vous n'arrivez pas à tenir les 6 minutes, vous êtes plus sur une intensité, on va dire rési, donc vous êtes déjà oxy en fait, et ça veut dire que forcément votre force critique est inférieure à 50% de votre poids de corps. Donc là vous pouvez déjà avoir une première estimation de votre force critique. Ensuite on m'a posé la question, mais ça pareil j'y répondrai à la fin, qu'est-ce qu'il faut travailler, l'endurance, la rési, à quel moment, etc. Ça c'est une question qui est hyper importante et j'y reviendrai à la fin. Et voilà, ce premier protocole sur poutre, il est vraiment très très simple. 5 secondes de suspension, 5 secondes de récup, et pendant les 5 secondes de récup, vous délayez vraiment bien, vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche, en fait vous vous mettez vraiment dans votre bulle, et il faut vraiment que la série, elle vous paraisse d'intensité, on va dire 7, 8 sur 10, c'est-à-dire qu'à la fin de la série, donc à la fin des 6 minutes, vous devez avoir un peu de réserve, vous auriez pu faire peut-être par exemple une quarantaine de répétitions. Et là, du coup, vous êtes sûr que vous êtes sur des intensités de force critique. Et donc après, en appliquant la surcharge progressive et en diminuant le nombre de répétitions. Donc par exemple, si j'ajoute 2,5 kg, peut-être qu'au lieu de faire mes 36 répétitions, je vais en faire que 20. Mais du coup, si j'en fais 20, c'est que ça reste quand même un bon nombre de répétitions. Je dirais qu'il ne faut pas descendre en dessous de la moitié. Donc en dessous de 18 répétitions, c'est que la charge est trop élevée et qu'il faut revenir sur des intensités un peu plus légères. Après, ça peut marcher aussi en se délestant avec un élastique, mais je suis beaucoup moins fan parce qu'on ne sait pas exactement de combien on se déleste, etc. À 2 bras sur poutre, je parle. Mais du coup là une fois que vous avez augmenté la charge, donc vous êtes à 2,5 kg, vous faites par exemple 22 répétitions, si à l'entraînement d'après ou à la série d'après vous en faites 24, vous avez progressé en force critique en fait tout simplement. Et le but ça va être d'arriver à par exemple faire 36 répétitions à 10 kg de lest, et là vous êtes sûr que votre force critique elle a énormément augmenté. Ensuite, le deuxième protocole, c'est un protocole, on va dire, plus scientifique, où là, vous allez utiliser un capteur de force et un Tyndec. Je pense que j'essaierai de mettre une vidéo à l'écran. Et en fait, là, l'idée, ça va être de faire 12 répétitions. Donc, en fait, un peu le même format que le protocole F80, mais à votre force critique. C'est-à-dire que, par exemple, ma force critique, c'est 20 kg. Je vais faire 12 répétitions à 20 kg. Est-ce que c'est facile, est-ce que c'est dur ou pas? En fonction de votre ressenti, là vous allez augmenter la charge. Donc par exemple, normalement, si votre force critique c'est vraiment 20 kg, faire 12 répétitions à 20 kg, donc de 7 secondes de suspension, 3 secondes de récup, en tirant sur le bloc, peut-être que ça va être très facile. Mais normalement, c'est censé être très facile. Là, du coup, vous allez dire, ok, je passe à 25 kg. Et donc vous tirez à 25 kg sur la prise. Est-ce que les 12 répétitions sont encore faisables? Peut-être que vous allez avoir un petit crash à la répétition numéro 9, 10, 11, et vous allez dire, ok, là, j'arrivais plus à maintenir les 25 kg, je suis redescendu à 20 kg. Du coup, vous allez vous arrêter à partir de la répétition où vous avez commencé à avoir le crash. Donc par exemple, si dans mon exemple, à la répétition numéro 9, je passe de 25 kg à 22 kg, ça veut dire que du coup, la répétition 10, etc., je vais forcer moins parce que je commence à être dopé. Donc là, en fait, vous allez vous dire, ok, je vais faire que 8 répétitions, donc je vais éviter le palier où vraiment ça chute, et je vais faire 3 séries de 8 à 25 kg. Et du coup, vous faites ça, le premier entraînement, et le deuxième, vous dites, ok, je vais faire 3 séries de 9 à 25 kg, etc. Et en fait, surcharge progressive, même principe, hyper efficace, et du coup, vous faites 3 séries par bras, avec 8 minutes de repos entre les bras, donc c'est-à-dire que vous faites 8 minutes de récup avant de faire 2 fois le bras droit, ou 8 minutes de récup avant de faire 2 fois le bras gauche. Enfin voilà, en gros, vous faites bras droit, 2-3 minutes de récup, bras gauche, 2-3 minutes de récup, et souvent ça permet de faire les 8 minutes de récup entre les deux bras. Donc voilà, en fait, tout simplement, pas besoin de plus, pas besoin de moins. Donc là, c'est vraiment 2 protocoles hyper simples à mettre en place qui permettent d'augmenter sa force critique, tout simplement. Et du coup, ces protocoles, l'idéal, c'est de les répéter 2 fois par semaine, comme à peu près toutes les qualités que vous voulez développer. Il faut vraiment essayer de les faire 2 fois par semaine. Donc si vous voulez développer votre force critique, il faut la solliciter spécifiquement 2 fois par semaine et faire attention du coup à bien gérer l'intensité, la charge, etc. Du coup, je passe à la partie réponse aux questions. On m'a posé une question en fait qui était intéressante, je l'ai un peu reformulée, mais l'idée est la suivante, c'est qu'est-ce qu'il advient en fait du cardio classique, donc vraiment de la VO2 max au niveau cardiaque. Est-ce que ça peut être un facteur limitant de la performance en escalade? Et en fait, souvent, du coup, dans les études, ce qui est montré, c'est que si vous avez une VO2 max qui est en fait celle d'un sportif entraîné, sans non plus être la VO2 max d'un marathonien, en fait, arrivé à un certain moment, comme ce qui va vous limiter, c'est votre force critique au niveau des avant-bras, en fait, la VO2 max n'a plus d'impact. Donc en fait, je dirais que
Si vous sentez que vous avez très peu de cardio, quand je dis très peu de cardio, ça va être par exemple, vous n'êtes pas capable de faire un footing de 30 minutes sans être essoufflé, donc l'équivalent d'un footing en zone 2. Si vous montez 5 étages d'escalier et que vous êtes à bout de souffle, voilà, si vous êtes dans cette situation-là, niveau cardio purement, là je pense que vous pouvez gagner à intégrer un peu de cardio à votre programmation pour augmenter un peu votre niveau cardio, tout simplement. Mais si vous avez déjà un cardio, on va dire, de sportif, pas forcément de sportif hyper entraîné, mais un cardio de sportif, là, du coup, ce sera plus du tout le facteur limitant de la performance en escalade, en tout cas. Et là, ce qui va vous limiter, c'est vraiment votre force critique. Donc là, on arrive au point où il faut vraiment travailler spécifiquement sa force critique au niveau des avant-bras. Donc la deuxième question, comment calculer sa force critique sans capteur de force? Alors là, ça va être un peu plus artisanal, mais du coup, le test est assez simple. Vous allez faire 7 secondes de suspension, 3 secondes de récup au poids de corps sur 20 mm. Et en fait, vous allez essayer de faire le maximum de répétitions. Donc, sachant que le max, c'est 24 répétitions pour mimer le test de force critique. Et en fonction du nombre de répétitions que vous allez tenir, vous allez pouvoir avoir une estimation de votre force critique. En fait, moi, je vais mettre des paliers de 6 répétitions, c'est-à-dire que si vous faites moins de 6 répétitions avant d'être dobé, vous êtes, on va dire, débutant en force critique. Si vous faites 12 répétitions, on va dire que c'est OK, c'est ni un point fort ni un point faible. Si vous faites 18 reps, ça commence à être vraiment très très bien. Et si vous êtes à 24 reps, on va dire c'est mutant, c'est-à-dire que vous êtes déjà sur des intensités de force critique où si vous êtes capable de faire 24 reps de 7-3 au poids de corps, normalement vous êtes censé grimper au moins dans le 8e degré, au moins 8A/8B, après travail bien sûr, etc. Mais voilà, si ça peut vous donner un ordre de grandeur, je dirais moins de 6 répétitions, on va dire qu'on ne dépasse pas le 7A, donc ça va être débutant. Entre 6 et 12 reps, on va dire entre 7A et 7C, 18 reps entre 7C et 8A/B et 24 reps au-dessus de 8B, pour faire vraiment très très simple. Alors ça, vraiment les chiffres, je les sors de mon expérience, il n'y a aucune étude qui va vous dire ça, mais d'expérience, je pense que c'est quelque chose qui peut vous renseigner un peu sur votre niveau de force critique. Après, bien sûr, si vous êtes un peu en surpoids, etc., ça influe forcément et perdre quelques kilos de poids de corps, ça peut être une solution à court terme. En tout cas, si ça améliore votre santé, etc., et vos performances au global. Mais il ne faut pas tomber non plus dans toujours la course au kilo de poids de corps parce qu'arrivé à un certain moment, ça ne marche plus et le retour sur investissement est catastrophique. Donc ensuite, on m'a posé la question, quel est le pourcentage moyen d'augmentation de force critique en 3 mois d'entraînement? Alors là, pareil, le pourcentage moyen, ça peut être biaisé par le fait que, par exemple, si on passe de 20 à 27 kg de force critique, là j'ai noté en exemple, ça fait 35% d'évolution pour 7 kg de gagné, mais si on passe de 30 à 34, ça fait que 13%, donc on divise quasiment par 2 le pourcentage de progression, alors qu'il n'y a que 2 ou 3 kg d'écart. Donc en fait, il ne faut pas tant voir le pourcentage de progression, il faut plus voir le nombre de kilos gagnés sur la force critique, mais en général, on va dire qu'on peut gagner à peu près. Ça dépend de votre point de départ, mais si vous avez un point de départ assez solide, si je reprends mon exemple de 25 kg de force critique, c'est une force critique, on va dire, qui est normale. Si vous passez si vous la travaillez spécifiquement, vous allez peut-être passer à 30 kg. Donc en gros, ça fait entre 10 et 30% d'évolution en moyenne sur la force critique en 3 mois d'entraînement. Vraiment ciblé sur la force critique. La dernière question, que travailler donc entre la rési, l'endurance, par rapport au protocole F80, est-ce que si je fais le protocole F80, ça va tout travailler en même temps? Donc je vais répondre à cette question. D'abord, la partie quoi travailler? La rési, la force critique, la force max. Partez du principe que dans tous les cas, votre priorité, ça doit être la force max, jusqu'à un certain niveau de force. Une fois que vous avez atteint un très bon niveau de force, là, vous allez plus vous focaliser sur la partie force critique, en off-saison, en fait, un peu en travail de fond. Et quand vous allez vraiment être proche d'une échéance, que ce soit une échéance compétitive ou vraiment enchaîner un projet en falaise, ou un bloc long, ça peut marcher aussi au niveau rési, là vous allez travailler votre rési spécifiquement. C'est-à-dire que si on faisait un schéma, on va dire la moitié de l'année vous faites de la force max, en plus de la force max vous pouvez faire une séance de force critique, ensuite pendant 3 mois vous allez faire 2 séances de force critique et une seule séance de force max pour vraiment développer un peu plus votre force critique, et après vous allez faire par exemple un cycle de rési de 4 semaines où pendant 4 semaines vous êtes à fond focus rési, donc protocole F80 par exemple. Et après, du coup, vous avez encore 2 mois, donc 8 semaines, où vous allez vraiment pouvoir performer à fond sur votre projet. Ça, c'est vraiment un schéma d'entraînement classique qui peut marcher un peu pour tout le monde. Après, il faut juste faire attention à bien s'évaluer. Donc, pour bien s'évaluer, l'idéal, c'est de prendre un capteur de force et de faire appel à un coach pour interpréter les résultats aussi, hyper important. Et après, une fois que vous êtes bien évalué, il faut vous dire, ok, là, la stratégie, ça va être d'abord d'augmenter ma force max, ensuite d'augmenter ma force critique, puis enfin, juste avant la perf, d'augmenter ma rési. Je pense que j'ai répondu à peu près à toutes les questions. Si vous avez encore des questions, pareil, ça se passe en commentaire. Donc dans le prochain podcast, je parlerai de comment faire une bonne séance d'entraînement. Parce que c'est pas pareil que de faire une bonne séance de grimpe.
Et donc du coup, le sujet des 2 prochains podcasts, ce sera ça. Comment faire une bonne séance d'entraînement et comment faire une bonne séance de performance, parce que du coup, il faut vraiment différencier la grimpe entraînement de la grimpe performance. Et donc du coup, comment un peu différencier les deux, comment faire la part des choses aussi d'un point de vue ego et objectif de séance, et comment optimiser ça en fait, tout simplement. Ce sera le sujet des flashs numéro 7 et numéro 8. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. J'espère que la qualité micro qui s'est améliorée vous aura plu également. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Moi, ça m'encourage aussi toujours à investir dans du nouveau matériel, à améliorer aussi ma diction, d'être beaucoup plus clair dans mes explications. Là, je suis resté assez synthétique d'un point de vue référence scientifique, on va dire. C'est clairement un parti pris parce qu'on m'a demandé de vulgariser. Et puis aussi, je trouve ça mieux, en fait, tout simplement parce qu'au final, aller lire les études, etc., il n'y a pas grand monde qui va faire l'effort après d'aller lire les études. Donc c'est un peu une perte de temps de détailler un peu toutes les études. Et moi, je suis là un peu pour vous faire le travail de synthèse. Parce qu'au final, la plupart des études, en tout cas sur le sujet, j'ai pris le temps de les lire, de les analyser, etc. Et j'en profite aussi pour vous dire que si jamais vous êtes intéressé par un bilan et par un suivi, n'hésitez pas du coup à me contacter pour une demande de coaching via le formulaire qui est dans ma bio Instagram. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et à la prochaine pour un prochain épisode.